En manchette ce soir, des artistes inquiets pour leur liberté d'expression. Un groupe retiré d'Alien Fest pour des musiques critiquant la fonderie Horn. Ça montre la culture de peur qu'on a ici en région quand c'est attrait à la fonderie Horn. Val-d'Or octroie un contrat pour analyser le potentiel en eau potable dans la moraine d'Arikana. On a de la misère à comprendre un peu la position de la ville. Et comment va se dessiner la fusion entre le diocèse de Rwanda et d'Amos. Les sentiers sont plus nombreux, sont plus solidaires, les ressources sont meilleures, tout ça, là, avec, à un moment donné, il y a des avantages. Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous. On revient sur l'annulation du festival Alien Fest de la Sarre. On mentionnait que des tensions entre des commanditaires et des artistes avaient eu raison de l'événement. Mais Kimberly, une situation porte à croire maintenant que ça serait plutôt en raison d'un conflit d'intérêts. Absolument, Mélissa. Pour vous mettre en contexte un peu, le groupe de metal hardcore engagé Guntway, qui avait reçu une invitation au festival en novembre dernier, s'était vu retirer de la programmation. Et avec des chansons comme Glen Corruption ou encore Tueur d'enfants, la raison évoquée serait des critiques trop crues envers la fonderie Horn. Maintenant, on apprend aussi que l'un des organisateurs du festival, Francis Pépin, est également actionnaire de la compagnie Metal Marquis. Et parmi les principaux clients de cette entreprise, il y a justement la fonderie Horn. Donc, M. Pépin aurait ressenti un certain malaise de recevoir Guntway et le chanteur du groupe dénonce aujourd'hui qu'il qualifie de censure et s'inquiète de la tournure de cette décision sur l'avenir de la liberté d'expression des artistes d'ici. Comme quelqu'un qui a eu le cancer, qui a eu 5 cancers, qui a perdu sa jambe à cause de ça, c'est lourd de se faire dire, hey, tu sais, toi, là, qui parle de ta situation puis qui dénonce l'empoisonnement des gens dans ta ville, tu veux pas que d'autres personnes traversent les mêmes épreuves que tu as eues. Non, finalement, on n'est pas à l'aise avec ça. Ils préfèrent enlever un groupe local, pas encourager des artistes d'ici, complètement annuler un festival. Donc, pour d'autres artistes aussi, là, ça a un gros impact, pas juste pour Guntway. Tout ça parce que tu as peur de froisser la multinationale. Là. Et Kimberly, est-ce que la fonderie Horn s'est exprimée face à cette situation? L'entreprise m'a répondu par courriel, Mélissa, qu'elle n'a aucun lien avec Alien Fest, donc n'a pas joué un rôle dans son annulation. De plus, oui, la compagnie Glencore n'était pas au courant des propos allégués par le groupe de musique Guntway, donc elle ne pouvait pas s'exprimer à ce sujet non plus. Bref, le malaise semble être éprouvé seulement du côté de Metal Marquis et Simon Turcotte espère que le milieu culturel va se serrer les coudes si une situation semblable se reproduit dans le futur. J'ose espérer qu'on va arrêter d'accepter ça. Les artistes ont le droit de dénoncer des situations qui les préoccupent à travers leur art, à travers la musique. Puis tous les artistes, on va faire attention à tout ce qu'on dit tout le temps par peur d'être barrés partout ici. Il me semble que ça fait pas de sens. Et j'ai aussi tenté de rejoindre Francis Pépin, l'organisateur en question du Alien Fest, qui est aussi affilié à Metal Marquis, mais il n'a pas répondu à ma demande d'entrevue dans les délais requis pour aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, on vient d'apprendre que Metal Marquis assure n'avoir jamais suggéré ni pris part aux décisions concernant l'annulation et la programmation du festival. Et l'entreprise ajoute aussi que Glencore n'a exercé une quelconque forme de pression sur Metal Marquis ou le festival. En tout cas, merci Kimberly. Au plaisir. On passe dans les faits divers maintenant. Plus de peur que de mal ce matin sur la route 117 au kilomètre 484 à proximité de Louvicourt, alors qu'un poids lourd a effectué une sortie de route peu après 7h15. 2 personnes se trouvaient à bord du camion remorque et aucune d'entre elles n'a été blessée. La circulation s'est faite en alternance le temps de remorquer le fourgon. Et on reste dans la vallée de l'Or puisque la ville de Val-d'Or octroie un contrat à une firme spécialisée pour analyser le potentiel aquifère dans la moraine d'Arikana. C'est une demande qui est également en lien avec son opposition au projet de gravière de Norascon qu'Emilia La Liberté nous explique. On a de la misère à comprendre un peu la position de la ville. Le conflit entre Construction Norascon et la ville de Val-d'Or ne semble pas près d'être réglé.
L'an dernier, à pareille date, l'administration Brindamour avait demandé au ministère des Ressources naturelles et des Forêts un moratoire sur l'émission de nouveaux permis d'exploitation de gravières dans le secteur du chemin Bécarrière. Encore à ce jour, Norascon demande des explications de la Ville et de la MRC de la Vallée de l'Or. On ne comprend pas pourquoi qu'elle s'oppose. Parce qu'en principe, nous, la ressource qu'on exploite, c'est 100% pour les besoins du secteur de Val-d'Or. Les infrastructures, pistes d'aéroport, carrefours giratoires, les rues de la ville. On a fait faire une étude hydrogéologique pour voir le potentiel aquifère. Ce qui est revenu, c'est que le potentiel à cet endroit-là était très faible. On parle d'une moraine, donc un site qui a un potentiel inférieur à celui d'un estuaire. Val-d'Or soutient qu'elle souhaite protéger les sources potentielles d'eau potable dans le secteur concerné. Il y a un potentiel aquifère là, allégué dans cette zone-là, donc on est en train de faire des études. On a donné hier un contrat pour une firme pour aller vérifier ce potentiel aquifère-là. S'il y a un potentiel aquifère, on s'attend à ce qu'il soit protégé parce que, comme on le sait, avec le puits fermé à la ville de Val-d'Or, on doit protéger un approvisionnement futur en eau potable. Le président-directeur de Norascon considère toutefois que la Ville et la MRC de la Vallée de l'Or ne traitent pas équitablement les différents dossiers d'exploitation. On a l'impression que le seul site qui est étudié, c'est chez nous, alors qu'on voit qu'il y a d'autres demandes de BEX qui sont, eux, contrairement à moi, sur des esquerres, beaucoup plus proches du poste de surpression de la Ville. L'évaluation des BEX, dans le fond, c'est fait par la MRC qui reçoit ce pouvoir-là du ministère. La proposition de BEX qui n'est pas du tout dans la zone là, que nous, on regarde pour un potentiel aquifère, là, qui n'est pas dans la même zone que la demande de Norascon. Dans le fond, selon la MRC, il n'y a aucun problème. Fait que le dossier suit son cours là, dans ce cas-ci. Même si des études ont été faites tant par l'administration municipale que par Norascon, les deux parties ne s'entendent pas sur la réglementation et l'emplacement du projet. Bien, les gens du MRN et de la MRC là, semblent dire que ce n'est pas dans la forêt récréative, qu'on est à l'extérieur et que c'est un site qui est ouvert aussi là, à l'exploitation minière. La zone de la forêt récréative est beaucoup plus grande là, que ce qu'on utilise aujourd'hui à Val-d'Or. Puis la forêt récréative, la Ville s'en cache pas, ça fait des années qu'on essaie de la protéger. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts nous a répondu de son côté qu'aucune décision n'a encore été prise dans le dossier et qu'une analyse est toujours en cours. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. On vous parlait hier du rachat de la mine Renard. Eh bien maintenant, c'est officiel. Winsome Ressources a conclu une entente exécutoire avec Stoneway Diamonds, l'ancien propriétaire. Winsome obtient donc une option d'achat exclusive des actifs de la mine Renard et des infrastructures avoisinantes avec l'approbation de la Cour du Québec. Et quant à l'avenir des opérations actuellement suspendues, eh bien rien n'est moins sûr. Le nouveau propriétaire confirme par contre vouloir utiliser la période d'option pour évaluer la faisabilité d'une reconversion potentielle de la mine Renard en une usine de traitement de lithium. Le montant de la transaction pourrait s'élever à 52 millions de dollars. Sur un autre sujet maintenant, la fusion des diocèses d'Amos et de Rouyn-Noranda devrait avoir lieu en 2025. C'est ce qu'on apprenait dans un rapport transmis conjointement par le diocèse de Rouyn-Noranda et d'Amos. Reportage d'Alexandre Cabana. C'est une diminution du nombre de fidèles, de paroisses et de ministres de l'Église qui pousse les deux diocèses à fusionner. Une pratique courante à travers le pays, m'assure Monseigneur Boulanger, qui voit beaucoup de positifs à la fusion. Un rapport a été transmis aux fidèles, résultat d'une étude qui prend de plus en plus des airs de plan de match. Mais c'est plus quand on a des changements au niveau des bâtiments, je dirais, puis c'est sûr, puis au niveau de l'emplacement des équipes diocésaines. Mais en même temps, je pense que vous avez vu dans le rapport que le comité recommandait d'aller de l'avant avec la création du nouveau diocèse. Des exemples qu'on a d'autres diocèses qui sont regroupés, souvent ça les aide au niveau de la mission pour sentir qu'ils sont plus nombreux, sont plus solidaires, les ressources sont meilleures, puis tout ça, là, avec... À un moment donné, il y a des avantages. La cathédrale d'Amos demeurera la cathédrale officielle du futur diocèse d'Amos-Rouyn-Noranda. Le choix de conserver le statut de la cathédrale d'Amos allait de soi, selon Monseigneur Boulanger. L'évêché d'Amos, bâtiment patrimonial, sera quant à lui vendu. C'est sûr qu'il y a le sacrifice d'Amos, il y a des évêchés qu'on va disposer, qu'on va se retrouver dans des locaux plus petits. Alors ça, c'est un changement. Et aussi, on est soucieux de ce que ça va devenir aussi par la suite, là, avec le patrimoine de la région aussi. Au niveau des bureaux, c'est surtout l'avantage d'être voisin du centre diocésain où sont les salles. Alors, on se retrouve à faire en quelque sorte tout un complexe là, qui va pouvoir être commode, je pense, pour nos activités. Il y aurait plus de 140 000 catholiques en Abitibi-Témiscamingue. Toutefois, ce nombre est prévu à la baisse, selon l'étude, en raison de la baisse de la pratique religieuse et de la faible implication des nouvelles générations.
Toutefois, un vent inattendu souffle sur la foi catholique en région. L'immigration change la donne et donne un nouveau souffle à l'Église, selon l'évêque. Il y a toute une immigration aussi, là, des gens qui arrivent de différents pays puis qui se joignent à nos communautés, qui prennent leur place, qui les fortifient. Alors ça, dans nos assemblées, c'est très, très visible actuellement. Là. et c'est des gens qui sont très intéressés, très, très ardents. Alors ça crée un renouveau pour plusieurs communautés. Là. Alexandre Cabana, à RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, accordez-vous de l'importance au patrimoine religieux de la région? Vous avez répondu oui à 71 %. Rouyn-Noranda a l'opportunité de rejoindre près de 19 millions de citoyens américains. Son centre local de développement et la directrice générale Marie-Ève Mignot figurent dans un article du New York Times, entrevue d'Yvon Moreau. C'est sûr qu'on a pas mal de lecteurs qui doivent se demander où est Rouyn-Noranda actuellement et on est très content d'avoir été identifié sur la carte. Tout ça parce que notre diaspora sud-africaine est assez extraordinaire ici dans la ville. Mais c'est sûr, et elle a été surtout très soudaine, je dirais. On parle de ça dans les dernières années, là, donc c'est quelque chose qui est à noter, surtout au niveau de la proportion en fait de cette diaspora-là versus la population totale de la région. Et j'imagine que les gens qui habitent ici l'ont remarqué. Il y a beaucoup de personnes venues d'autres pays qui se sont ajoutées, mais il y a eu beaucoup de travail de fait. Donc, raconte-moi d'abord, il y a combien de Sud-Africains et comment on a fait pour en attirer autant? On parle quand même un peu moins d'1 millier au total, là, étalé sur plusieurs années. Donc, il faut prendre en compte aussi les fuites démographiques, hein, donc les personnes qui quittent aussi. Mais c'est quand même un gros travail de plusieurs années. Donc, il y a des facteurs directement de l'embauche directement des entreprises, des agences d'immigration qui en font leur part. Aussi, les Journées Québec du MIFI, du ministère de l'Immigration qui sont organisées. Tout ça parce qu'on souhaitait combler la pénurie de main-d'œuvre et ça a réussi? Oui, c'est sûr que ça a réussi. Hein. Donc, la population immigrante aussi contribue à l'économie de façon directe et indirecte, et directement en comblant des postes qui malheureusement restent vacants, parfois pendant plusieurs mois, parfois même années pour certaines entreprises. Donc, c'est sûr que l'arrivée de cette population-là a été salvateur pour beaucoup d'entreprises. Puis, on remarque seulement les effets. Là, hein. On calcule souvent les effets d'une introduction d'une population ou la venue de personnes immigrantes. On la calcule en années. Donc là, on n'y est pas encore, là, mais on va voir de plus en plus ces bénéfices-là être amenés directement à notre société. Donc, c'est des gens qui s'intègrent extrêmement bien. C'est des gens qui ont la volonté de s'intégrer, qui ont la volonté de contribuer à notre économie, à notre communauté. Au-delà de leur volonté, il y a aussi leur qualification. Beaucoup ont des bons diplômes avec des équivalences qui ne sont pas si dures que ça à faire. Donc, ils vont pouvoir aller chercher des emplois dans nos gros secteurs d'activité, donc comme vous le disiez pour la forêt et les mines. Mais c'est aussi vrai pour le domaine hospitalier. Donc, on a pas mal d'infirmières et de PAB, préposés aux bénéficiaires, qui viennent directement d'Afrique. Donc, c'est encore une fois un ajout très, très valorisant pour notre région. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Réal Beauchamp, donc on vous invite à nous suivre tantôt à la chronique culturelle pour avoir toute la programmation de cette nuit extraordinaire qui s'annonce le 20 avril prochain dans le Vieux-Noranda. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Localisée à Palmarol, la nouvelle clinique MP Soins Podologiques, propriété de Marie-Philippe Morin-Bouchard, infirmière auxiliaire certifiée en soins podologiques, offre des soins pour traiter, soulager et rétablir la santé des pieds. L'investissement de 30 000 $ crée un emploi et offre une nouvelle gamme de services à la clientèle de toutes les générations.
Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, l'unité d'enseignement et de recherche en création et nouveaux médias de l'UQAT, lancée ce matin la Nuit blanche du Vieux-Noranda. Oui, Mélissa, c'est ce matin que se tenait le lancement de la toute première Nuit blanche. Ça s'est déroulé ici à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda. Et on a pour thème cette année d'où l'on vient, où l'on va concernant l'événement. On parle d'un événement rassembleur et festif qui va se dérouler le 20 avril prochain. On a plusieurs lieux qui seront ouverts jusqu'aux petites heures du matin, dont le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, l'Écart, l'Ivresse et la Punkasse. La mission première de l'événement, eh bien, c'est de rassembler, mais également de rendre accessibles les lieux culturels du quartier du Vieux-Noranda pendant toute une nuit. On se sent très bien, super enthousiaste aussi. Je pense qu'on a hâte de voir aussi la réponse, combien les gens vont se manifester, vont venir assister aux activités. C'est aussi une super belle occasion pour les étudiants de travailler sur des projets concrets, de les présenter dans l'espace public, donc de faire valoir le talent de la relève en création numérique à Rouyn. Bien, les projets étudiants se développent dans le cadre d'un programme de maîtrise qui se déroule sur 2 ans. Donc, c'est plusieurs mois, plusieurs trimestres consacrés à ces projets-là qui sont présentés en fin de parcours. Il y a aussi des ateliers de réflexion qui ont été mis en place dans le contexte de d'autres cours au baccalauréat. On travaille aussi étroitement avec l'Agora des Arts pour développer ce projet-là, faire de l'endroit ici aussi le lieu fort, le point de départ. Puis évidemment, là, on a réussi à rallier des intervenants du milieu culturel pour avoir une grande programmation à l'échelle du quartier. Donc, c'est vraiment un projet d'équipe, un projet de quartier. Venez en grand nombre, plus il va y avoir de gens, plus ça va être festif. Puis c'est une belle occasion aussi d'avoir accès à la culture. La plupart des lieux vont être ouverts toute la nuit, gratuitement ou à faible contribution pour certains spectacles. Donc, c'est vraiment une occasion de démocratiser la culture, d'avoir accès à ces salles de spectacle-là, puis de venir peut-être pour une première fois aussi dans le quartier, de venir découvrir ces lieux culturels-là. On se sent très bien. Je suis heureux là, d'avoir... On aime ça, les Nuits blanches. Hein? On a un historique, on a vu de toutes les couleurs. Donc, je suis content que ça se passe dans le quartier du Vieux-Noranda, un lieu culturellement fort, patrimonial. L'histoire de la ville a débuté ici. Et puis, ça nous permet d'avoir un regard plus positif, peut-être plus tourné vers l'avenir sur ce quartier-là qui a eu des difficultés dernièrement. Donc, moi, ça m'envoie un beau message d'optimisme. Puis, évidemment, j'invite les artistes, tout le monde qui aime la culture. Il y aura énormément de manifestations d'intérêt. Et puis, je souhaite qu'on s'approprie le quartier et puis qu'on vienne vivre ce milieu culturel fort-là à Noranda. Fait que oui, c'est une belle ouverture. Oui. J'invite toutes les villes là, qui ont une force particulière. Je pense à La Sarre, à Malartic, je pense à tout le monde, à Val-d'Or. N'ayez pas peur d'ouvrir vos boîtes, vos salles, vos espaces culturels pour faire en sorte que la population, le temps d'un soir, de nuit, eh bien, ce soit blanc et puis qu'on visite, qu'on s'approprie notre bien. Et c'est ce soir en formule 5 à 7 qu'on célèbre le 30e anniversaire du Café-Bar L'Abstracto de Rouyn-Noranda. On vous invite à célébrer en grand. Et pour l'occasion, les gens sont conviés à venir festoyer dans une ambiance des plus invitantes. DJ Garanti et DJ Petit Papillon seront sur place à compter de 16 heures. On vous invite tout le monde. Écoutez, il fait beau, il fait chaud. C'est le temps de sortir vos maillots parce qu'on a dans l'indice bohémien du mois d'avril, je vous le dis, moi, ça me donne le goût d'aller en profiter sur une plage. Un spécial danse, oui. Je ne me mettrai pas à danser pour vous ce soir, ça c'est certain, parce qu'il y en a à la maison qui vont être découragés. Écoutez, on a un portrait du directeur artistique David Rancourt de PPS Danse et la 2e édition du Festival Laineux qui se déroule le 21 et 22 avril prochain. On a également la 5e édition du Festival international de danse en Abitibi qui va se dérouler le 13 avril au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Bonne lecture à tous. Après la pause, on va aller dans les séries de la LHJMQ. Les Huskies de Rouyn-Noranda vont tenter de prendre leur revanche sur les Olympiques de Gatineau ce soir du côté du centre Slush Puppy. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda.
là où qualité et choix se rencontrent. Dans les séries, les Olympiques de Gatineau n'ont pas dit leur dernier mot et s'imposent sur les Huskies par la marque de 5-2. Ce match présenté hier soir à Gatineau était le 3e des séries de la LHJMQ et seuls Thomas Verdon et André Lochko de la Meute ont su trouver le fond du filet en première et deuxième période. Bisonneau a aussi réussi à récolter un 5e point en 3 rencontres et le prochain affrontement entre les deux équipes est dans quelques minutes toujours du côté du centre Slush Puppy. Et toujours dans la LHJMQ, les Foreurs de Val-d'Or solidifient le personnel technique de leur organisation. La thérapeute sportive Gaëlle Bergeron ainsi que le gérant d'équipement Dominique Baudet signent un nouveau contrat de 2 ans avec l'équipe sportive. Et selon la direction, leur professionnalisme et leur souci du détail permettent à tous les joueurs de performer et d'être dans un environnement sécuritaire. Et on reste au hockey. Les inscriptions au pré-camp des forestiers d'Amos et des citadelles de Rouyn-Noranda sont ouvertes. Présenté sous forme de clinique de hockey, le pré-camp se tiendra du vendredi 26 avril au dimanche 28 avril au complexe sportif d'Amos. Les joueurs sélectionnés suite à l'événement pourront par la suite participer au camp de la Ligue M18 AAA qui débute le 2 mai prochain. Les joueurs désirant jouer M18 3A ou M17 3A doivent obligatoirement faire le pré-camp car les camps de sélection sont sur invitation seulement. Les jeunes joueurs intéressés ont jusqu'au 21 avril pour remplir le formulaire d'inscription affiché sur les sites internet des deux organisations. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, on peut voir que vous avez ressorti votre manteau d'hiver. Oui, j'ai bien fait de le garder proche, celui-là, en ce qui adresse ce soir et cette nuit. Côté météo, bien, je vous le dis tout de suite, comme vous pouvez le constater, c'est de la neige mêlée de pluie. On a quand même 2 cm de neige pour l'Abitibi, 2 à 4 cm de neige pour le Témiscamingue, moins 2 degrés au nord et moins 1 degré au sud. Et maintenant, si on se déplace pour demain, pour l'ensemble des secteurs, on a quand même de la neige intermittente avec 30 % de probabilité d'averse de neige pour l'Abitibi. Maximum de plus 3 au nord, plus 2 au Témiscamingue et maintenant un aperçu pour vendredi. C'est toujours de la neige intermittente ou de la pluie. Maximum de 4 degrés pour l'ensemble des secteurs. Soyez très prudents si vous avez affaire à prendre la route ce soir. Effectivement. Merci Stéphanie. Et je termine avec Sainte-Terre puisque plusieurs secteurs de la ville sont actuellement privés d'électricité en raison d'une panne majeure provenant de l'affaissement d'un poteau électrique. Et selon Hydro-Québec, la situation devrait se rétablir d'ici 19h30 si ce n'est pas encore le cas. Et pour l'instant, c'est plus de 730 clients qui sont touchés dans la région. Sur ce, je souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve demain.